Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan lecture de février 2025. Et aujourd'hui, grand jour, c'est mon anniversaire, donc j'ai prévu de vous faire le bilan lecture de février et ensuite de poursuivre avec la partie 2 de la mangatech. Je pense en plus que ce bilan lecture doit prendre du temps. Je parle au présent parce que vous avez la durée, moi je ne l'ai pas encore. Pourquoi? Parce que j'ai lu 42 volumes quand même ce mois-ci, et pas la moitié sur une même série. Donc, à mon avis, le bilan doit durer un certain temps, sauf si je torche la plupart des titres. Nous verrons cela. Par quoi allons-nous commencer? Eh bien, ce titre qui me tend les bras, Itomoji de Motoro Mase. Alors, j'ai un viewer qui m'a posé des questions sur cet auteur. Motoro Mase, qui a fait Ikegami, permis de quoi? Hop. Ah non, pardon, Ikegami, préavis de mort, voilà, en 10 volumes. Alors, moi, cette série, ça faisait super longtemps que je l'avais lue, et de lui, je n'avais lu que ça, donc j'étais un petit peu en peine de dire si d'autres séries de l'auteur pouvaient être aussi intéressantes, mais je possédais les 4 volumes de Itomoji, donc c'est une série terminée en 4 volumes, et donc je les ai lus. Alors, Itomoji, ça nous parle d'une nouvelle infection de type fongique, je dirais. Ouais, c'est un champignon qui parasite certains humains, qui, quand ils sont soumis à un stress, d'où le titre, stress mortel, deviennent des... Alors, je vais vous montrer des espèces de flaques, comme ça, à qui il ne reste que la tête. Le gouvernement a mis en place une équipe, enfin plusieurs équipes, mais composées à chaque fois d'un médecin, d'une assistante sociale, de biologistes, enfin ils sont plusieurs, pour essayer de prendre en charge rapidement les Itomoji, donc ces personnes qui sont devenues des espèces de créatures visqueuses à qui il ne reste plus que la tête sur le plan humain, pour leur permettre de redevenir des humains normaux. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Enfin, techniquement, 3. Ils peuvent rester comme ça longtemps, mais il y aura toujours une finalité. Soit ils vont redevenir des humains, si leur niveau de stress diminue, voire disparaît plutôt. Ou alors, ils vont devenir des sortes de phallus rouges rigides et éclatés. Et dans ce cas-là, ils vont mourir. Voilà. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais il donne l'auteur donne plein d'informations sur les Itomoji, sur ce que ça permet de faire, parce qu'il y a en fait il y a aussi un côté positif à être un Itomoji, enfin voilà, mais on a les informations progressivement au cours de la série. Cette série fait en fait 8 histoires, chaque tome est constitué de 8 chapitres pardon. Et en fait les histoires sont composées de 4 chapitres, donc à chaque fois on suit une personne qui a un stress pour une raison ou une autre. Par exemple, la première histoire, c'est un père de famille qui perd la garde de sa fille à cause de la mère, et voilà. Et l'équipe va réussir ou non à soigner ces personnes, mais il y aura toujours un fil rouge tout au long des 4 volumes, et la fin est une vraie fin, d'accord? Il se passe vraiment quelque chose. Que dire de plus? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne réussissent pas toujours à sauver les Itomoji, donc certains meurent, d'autres ne meurent pas, donc il est un peu impossible de savoir à l'avance qui va mourir, qui va être sauvé. Et puis voilà. C'est un titre qui a été assez plaisant dans sa lecture, bien qu'il y ait une certaine quantité de texte avec des cases parfois assez petites, mais on suit bien l'action. Voilà, on suit bien l'action, c'est assez clair, donc la quantité de texte n'est pas dérangeante. Ça se lit juste beaucoup plus lentement que du Tsutomu Takahashi ou du Shuzo Oshimi. Mais si vous aimez cet auteur, je pense que c'est un bon titre. Pour ceux qui ont lu Ikegami, c'est bien. Parce que on nous raconte des trucs intéressants, il y a des rebondissements, enfin voilà. C'est plutôt assez sympa. Donc ça, je recommande. Ensuite, le tome 2 de Shibatarian de Katsuya
Iwamuro, souvenez-vous, il y a quelques temps, j'avais lu le tome 1 de Shibatarian, ça avait été une révélation. Ce manga est vraiment super. En tout cas, son tome 1 était super. Qu'en est-il du tome 2? Alors, le tome 2, je suis un peu plus mitigé parce qu'il se passe moins de choses. On suit une action plus ou moins unique, dans un lieu plus ou moins clos, je dirais. Il y a très peu de personnages. Le personnage multiple de Shibatarian n'apparaît pratiquement pas. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on nous raconte quand même un petit peu le passé. Ah oui, non, mais ça y est, j'ai compris pourquoi. En fait, le tome, il fait que ça, en quantité. Et ça, c'est un one-shot qu'a écrit l'auteur avant, qui n'est pas très, très intéressant. Enfin, bon, il se lit bien, mais bon. Voilà, donc pour la trame principale, vous avez quand même très peu de pages. D'où le fait que ce soit un peu court, je dirais. Voilà. Donc ça reste une série qui se lit bien. Maintenant, on verra avec le tome 3 si c'est vraiment un bon titre. Je crois que c'est en 5 tomes, un Shibatarian au Japon, de mémoire. Ah, on parlait de notre ami Tsutomu Takahashi. Alors, le tome 8 de Jumbo Max, qui est sorti sur la fin du mois de février. Donc Jumbo Max, cette histoire qui se passe à notre époque au Japon avec un pharmacien qui va se mettre à créer des pilules pour combattre l'impuissance, pardon. J'allais dire l'insuffisance veineuse, bref, rentrer dans des termes un peu complexes. Bref, il crée une sorte de Viagra qui a une puissance et entraîne un plaisir vraiment décuplé, et donc qui se vend très très bien sur le marché noir, bien sûr, puisque vous savez que ce genre de produit type tadalafil ou sildenafil peut avoir d'importantes répercussions cardiaques, donc des personnes peuvent mourir en faisant l'amour, probablement une très bonne mort, mais tuer quelqu'un, c'est jamais très très intéressant. Alors l'histoire se poursuit, hein, il va recroiser son ancien collègue pour essayer peut-être de renouer quelque chose. On suit toujours les pérégrinations de l'inspecteur, il y a aussi ce jeune là qui intervient. On voit un petit peu sa femme, qui est probablement devenue son ex-femme. Il est aussi aidé de deux acolytes. Mais voilà, l'histoire se lit toujours bien. De toute façon, moi, tout ce que fait Tsutomu, j'adore. Mais peut-être ne suis-je pas objectif. Le tome 4 de The JoJo's Land, JoJo Lands de Hirohiko Araki, ou tome 135 de JoJo's Bizarre Adventure. JoJo Land, c'est la partie 9. On suit toujours l'aventure de c'est Jodio Joestar et de son frère Dragona Joestar, qui sont des descendants directs de Jonathan Joestar. Bon, ça reste du JoJo. Pour le coup, je comprends beaucoup mieux que la partie 8, qui était ultra fouillie. Là, ça me semble assez clair. Le trait d'Araki n'a pas bougé, hein, c'est toujours très 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 intéressant à lire. On a toujours des stands, toujours un stand différent qui rentre en jeu. Non, ça se lit toujours très très bien. Maintenant, parler tome par tome de JoJo, c'est un petit peu complexe. Mais en tout cas, si vous êtes fan de la licence, c'est vraiment une très bonne partie. Je pense pas que ce soit la meilleure partie, mais c'est probablement une des meilleures parties. La meilleure partie, c'est bien sûr la partie 3, tout le monde le dira. D'ailleurs, je le dis moi-même, mais je ne suis pas forcément sûr de cela. Bref. Une très belle découverte, L'Homme Coq, Réunion Horror Story de Phoenix, qui est un auteur français, donc c'est aux éditions Omake Manga, et c'est un one-shot. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme à La Réunion qui est hantée par cette histoire d'homme coq, hein, un homme à gueule de coq qui vient assassiner des gens, et elle fait en fait comme ça de plus en plus de rêves, les rêves se confondent avec la réalité, et puis comme c'est un one-shot, ben on va pas trop en dévoiler, mais en tout cas ça se lit bien. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non. Est-ce que c'est sympa à lire? Oui. Donc moi, je conseille de lire L'Homme Coq. Ça a été quelques minutes intéressantes. Nous poursuivons avec Out, volume 5 à 8
alors, Tatsuya Higuchi pour l'histoire, Tatsuya Higuchi qui est d'ailleurs le personnage principal, et Makoto Mizuta pour le dessin. Donc c'est l'histoire de ce jeune Furio, je dirais, Bozozoku. Enfin bref, un adolescent à problème qui est envoyé en maison de correction et qui va intégrer un lycée dans une ville totalement différente de celle de son collège, donc dans laquelle il ne connaît personne, qui va commencer à se faire des amis, connaissances, des gens qu'il apprécie plus ou moins, qui va plus ou moins vivre en marge d'une bande de voyous, hein, de furios, mais sans toutefois réellement l'intégrer, puisque sa liberté conditionnelle serait mise à mal. Et puis ça se veut être une histoire vraie. Alors, ça se lit bien, il y a pas mal de bastons. Peut-être des bastons moins impressionnantes que dans des titres non réalistes. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai entendu quelqu'un, un youtubeur dont j'ai oublié le nom, mais qui balance pas mal, donc ça m'a pas mal plu ce qu'il a dit. Mais il a vivement critiqué Meian en disant que c'était très mal traduit. Probablement que lui c'est mieux que moi parce que c'est une série qu'il a l'air de bien connaître. Et que les gens avaient tellement gueulé qu'ils vont retraduire les 8 premiers volumes. Voilà, donc, comment dire, je trouve que c'est assez dérangeant pour quelqu'un qui, comme moi, les a achetés par abonnement dès le début. J'espère que Meian fera quelque chose pour nos tomes, ou en tout cas nous expliquera ce qui a été mal traduit, parce que j'ai l'impression que finalement, en essayant de les aider, en étant les premiers sur le titre, bah on se fait un peu avoir, puisqu'on a une édition de merde. Donc voilà, je trouve pas ça très très correct. On poursuit avec un de mes auteurs fétiches également, Junji Ito, Décapité. Alors Décapité, c'est un recueil d'histoires très anciennes. C'est-à-dire que dans la continuité des Junji Ito de chez Mangetsu, c'est le deuxième, juste après Tomie. Juste après Tomie, donc ça se passe en 90 et 91. Et il y a une histoire de 92. Toujours beaucoup d'histoires qu'on retrouve, que ce soit des histoires lues dans d'autres volumes des chefs-d'œuvre ou que j'ai lues déjà chez Tonkam. Je ne sais même plus si j'ai eu de nouvelles histoires dedans. Si, peut-être. Peut-être que j'ai eu cette histoire du gars qui faisait une infinie générosité. Celle-là, je l'avais peut-être pas eu. Bon, après, elle n'est pas incroyablement intéressante non plus. Il n'y a rien qui m'a trop marqué dans ce tome-là. Je pense qu'honnêtement, il est dispensable et qu'il est vraiment réservé à des complétistes de Junji Ito. C'est pas du tout ses meilleures œuvres, mais après, c'est pas forcément étonnant puisque c'est vraiment des œuvres datées, hein, des œuvres qui ont aujourd'hui 35 ans pour les plus anciennes. Puisque je vous ai dit, hein, le premier titre, presque 35 ans, hein, Le fil du destin, c'est novembre 90. Voilà. Bon, ça fait toujours plaisir de lire et relire des histoires de Junji Ito, hein, de toute façon. Mais voilà. En tout cas, c'est un indispensable pour tout collectionneur et complétiste de Junji Ito, et ça fait toujours très joli dans la bibliothèque. D'ailleurs, on y arrive au Junji Ito, dans la mangatech. Alors, un tome que je ne vais vous présenter que sommairement, c'est l'édition limitée du tome 13 de Kaiju Number 8. J'ai la flemme de le ressortir de son écrin parce que c'est tout serré. Donc voilà, il y avait un mini théâtre 3D quand même. Bon, je pense que c'est vraiment dispensable, mais comme tous les coffrets comme ça de chez Crunchyroll. Bon voilà, toujours un manga qui se lit extrêmement rapidement. De la baston entre les kaiju, donc le 8 qui affronte le 9, c'est toujours d'actualité. Le 9 qui m'a l'air d'être le grand méchant de Kaiju Number 8. Le 9 du coup. Voilà, il envoie des saloperies et ils doivent tous les combattre et faire montre de leur talent avec leurs différentes armes, leurs différentes capacités. C'est clairement un shonen pour enfants, pour adolescents. Ça se lit bien, mais c'est pas du tout, si vous voulez, pour les plus que, je dirais, jeunes adolescents. Moi, je le lis pour vous. Mais vraiment, c'est un shonen très, 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 très consensuel. Il se passe pas grand-chose de... Pour tout vous dire, les nanas ont même pas d'effort de poitrine. Donc on est vraiment sur un auteur très, 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 très centré jeunesse. Voilà.
Alors, ça, le tome 17 des Liens du sang de Shuzo Oshimi, dont on parlait tout à l'heure. Bon, lecture extrêmement rapide, comme toujours avec Shuzo Oshimi. C'est le dernier volume des Liens du sang. Donc, on a enfin la conclusion de ce manga. Je sais pas vous dire. C'est trop poétique et ouvert pour moi. Voilà. Je vais pas vous raconter de quoi ça parle, mais bon, on a eu une sorte de petit épilogue à la fin, et puis, ou même il y a 2 chapitres épilogue à la fin, je dirais. On a le droit à une page couleur à la toute fin. Ah non, 2, ouais. Voilà, la petite postface pour nous expliquer des choses. Bon, bref, de toute façon, je vais pas vous vendre les Liens du sang avec le dernier titre. Si vous êtes fan de Shuzo Oshimi, bah, c'est bien, lisez. Si par contre les œuvres un petit peu trop abstraites, un petit peu trop poétiques, un petit peu trop qui nécessitent un petit peu trop de réflexion, de sensibilité, ne sont pas votre fort, alors ne lisez pas, ne lisez absolument jamais de Shuzo Oshimi. Alors, pas le tome 1, mais le tome 22 de Valkyrie Apocalypse. Je l'ai prêté à mon meilleur ami, donc je ne l'ai plus. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il m'a rendu les 21 premiers volumes dans un état nickel, donc ça c'est très bien. Le 22, ça nous parle du combat entre le membre du Shinsengumi de Shiruran, dont j'ai oublié le nom, et le dieu des sabreurs. Voilà, donc on est dans le combat. Vous savez, les combats font toujours 2 volumes, donc là c'est le premier volume du combat, et on aura la conclusion dans le volume 23. Et je crois que c'est le 10e combat, donc on s'achemine progressivement vers la fin. Valkyrie Apocalypse, ça se lit très bien. Poursuivez si vous aimez. Alors, un tome, 2 tomes, plutôt une série en 2 tomes, pour laquelle j'aurais aimé vous dire que ça a été une super découverte. C'est Stardust Family de Poroyama Aki. Mais je ne vous dirai pas cela parce qu'en fait, j'ai été un peu déçu. Alors, pas tant par le dessin, qui, ma foi, est assez correct. Hein. Voilà, la mise en case, le texte, tout est correct, hein, ça se lit bien. C'est chez Vega de toute façon, donc Vega il sélectionne bien en général. Ça nous raconte l'histoire d'un monde, je veux dire un monde futuriste, pseudo-utopique, dans lequel les gens n'ont plus le droit d'avoir d'enfants sans avoir un permis d'enfanter. Et pour avoir un permis d'enfanter, il leur faut l'aval d'un enfant qui vient les évaluer pendant 3 semaines, je crois. Voilà. Et il va tomber sur une famille pas comme les autres. Je m'attendais pas vraiment à un manga de ce style. Ça se lit un petit peu comme une histoire un peu tranche de vie avec effectivement ce couple et l'enfant qui est pas vraiment le leur. Ça se passe bien. Il y a même un twist à la fin qui est plutôt sympa. On peut même verser sa petite larmichette. Mais je sais pas, ça m'a pas trop ému. Je ne saurais dire ce qui manquait à ce titre, mais voilà. Pourtant, j'aime bien dire que les mangas de ce genre peuvent être intéressants, voilà, sortent un petit peu de l'ordinaire, mais je sais pas. Je saurais pas vous dire si c'est vraiment un grand titre. Pour moi, c'est pas plus que ça. Alors ensuite, de Takashi Sano, ma petite découverte de fin janvier, Your Evil Past, tome 2 à 10, donc je les ai tous lus. Your Evil Past, ça nous raconte l'histoire d'un lycéen qui a perdu la mémoire, qui a été retrouvé dans une barque, les mains attachées, et qui se réveille donc, et l'histoire débute 6 mois après son retour à la civilisation. Et il a perdu la mémoire, il a été plongé dans le coma. Et en fait, on se rend compte au fil des tomes que il était plus jeune un tortionnaire, un violeur, une personne horrible, vraiment, mais des trucs totalement irréalistes, hein, surtout quand on a 13-14 ans. Bref. Et lui, par contre, il a maintenant une nouvelle personnalité, comme si c'était possible, et il essaye de comprendre son passé, se racheter, récupérer des souvenirs. L'histoire, au bout d'un certain
tomes, je dirais jusqu'au tome 5. L'histoire nous parle du protagoniste principal à l'âge du lycée. Et à partir du tome 6, il a bien vieilli. Il a pris une dizaine d'années. Donc on a une ellipse entre le tome 5 et le tome 6. Et on nous raconte un peu autre chose à partir du tome 6. Il intègre une famille avec un garçon et ses deux sœurs. Et on a l'impression qu'il essaye de faire le bien, se racheter un petit peu de ses fautes, mais il garde quand même une âme un peu noire. Pour l'instant, difficile de m'en faire mon avis. Ah oui, on a l'apparition d'un personnage très important, une sorte de total psychopathe dont on connaît l'identité réelle, ce qui dénote un peu avec ce qu'il est réellement dans la vie quotidienne, mais ça, je vous garde le suspense. Alors ça peut être intéressant, mais du coup, ça détourne totalement le propos initial de l'œuvre, en fait. Puisque maintenant, on parle du fait que cette personne veut mettre sur le dos du personnage principal les crimes qu'il commet lui-même. Voilà. Donc encore 4 volumes, 14 volumes, série terminée, on verra ce que ça donnera. Le tome 18 de Chainsaw Man, donc ça c'est affreux, hein, d'avoir fait ça, c'est comme les Die Dark, c'est un calque en fait. Je pense qu'il n'y a pas pire que de mettre un calque comme jaquette, c'est horrible. Bon bah c'est du Chainsaw Man, on poursuit l'histoire de Chainsaw Man. J'avoue que je ne comprends pas toujours tout ce qui se passe, les actions sont souvent trop fouillis, l'auteur est vraiment dans son monde, dans sa bulle. Bon, il y a toujours des bastons, il y a toujours des démons qui apparaissent. Certains la plupart du temps sont des démons qu'on avait déjà vus d'ailleurs. J'aime bien lire Chainsaw Man, mais j'avoue que je ne comprends pas toujours tout. Dites-moi si vous c'est pareil, hein, j'ai l'impression que ça commence à devenir un petit peu étrange. Alors, un manga qui, lui, pour le coup, a été une très belle découverte. J'avais, bon ça c'est les abonnements Meian, hein, B-Blues, abonnement Meian, Motoyuki Tanaka. Je l'ai pris sans grande conviction, bon, un petit manga sur le football, qui faisait un peu enfantin de prime abord, en plus, si vous regardez les dessins. Et en fait, l'histoire est super bien construite, les personnages sont super attachants, on nous développe bien le personnage principal et les personnages secondaires principaux, je dirais. Et l'histoire évolue, c'est-à-dire qu'il grandit déjà entre le tome 1 et le tome 2, il a déjà pris quelques années. Il va se passer un événement assez tragique, mais il va essayer de faire en sorte de devenir plus fort au fil des tomes. Ça nous raconte, bien sûr, on nous parle beaucoup de matchs de football. J'ai limite envie de dire que parfois c'est un peu plus intéressant qu'Awashi parce que Awashi, ça m'a quand même saoulé la longueur du dernier match en date. Là, je sais plus s'il faisait 5 ou 6 tomes. Là, c'est quand même des matchs relativement rapides, en tout cas pour le moment. Et ça se lit bien, voilà, ça se lit bien. Je pense que c'est relativement réaliste, tout en étant un petit peu quand même romancé, effectivement. Enfin, voilà, on n'est pas non plus sur un énorme shonen à la Blue Lock. Et Captain Tsubasa, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas ouvert un Captain Tsubasa, je peux pas vous dire. Mais Captain Tsubasa, bon, c'était peut-être un petit peu limite. Voilà. Là, non, on a un bon mix de tout. C'est un manga de foot qui se lit vraiment bien. Passer le tome 1, qui peut peut-être faire penser à un manga un peu enfantin. Après, ça devient vraiment intéressant. Et j'ai hâte de lire la suite. Je crois que ça fait 48 volumes, série terminée au Japon. À confirmer. Hein. Alors, un manga dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, c'est Utsupan. Utsupan de Ariga, quand je ne pensais qu'à disparaître. Alors, Utsupan, c'est à l'instar d'un Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano, un personnage qui est dépeint sous la forme d'un panda. Ah oui, parfois il a des amis qui sont dépeints sous la forme d'un canard. En fait, c'est une jeune femme qui tout simplement a un tempérament dépressif et fait de temps en temps des dépressions. Et va nous expliquer comment elle fait pour combattre ce mal au mieux, pour se soigner, pour aller de l'avant. Il n'y a pas du tout de fatalisme, il n'y a pas du tout de m'as-tu vu, il n'y a pas du tout de critique
du système médical. On est vraiment sur une œuvre factuelle qui dépeint les choses telles qu'elles sont. Et j'ai beaucoup apprécié, puisque vous savez, pour la plupart d'entre vous, que c'est mon métier, hein, je suis psychiatre, donc je soigne les dépressions avec les médicaments. Quelque chose qui est beaucoup décrié souvent, hein, des gens qui vous disent ah, machin, les médicaments, nanana, alors que très clairement, ce sont les médicaments qui sont les principaux pourvoyeurs de guérison. N'oublions pas la psychothérapie, effectivement, mais le traitement médicamenteux est vachement important. Et elle ne le critique à aucun moment. Au contraire, elle a été bien soignée par probablement des bons psychiatres japonais. Donc j'ai été très content de lire cette œuvre, qui ne se termine pas forcément par un happy end. Mais ça, je vous laisserai le découvrir vous-même. C'est chez Vega, c'est un one-shot. Je pense que c'est limite d'autorité publique de lire ce manga parce que la dépression, n'oubliez pas, c'est la première maladie, toute maladie confondue. Voilà. Plus fort taux de prévalence. Alors, de Ding Paoyen, qui est un Taïwanais, console 2073, pardon. Alors, pour le coup, j'ai bien apprécié le graphisme de cette œuvre. De quoi nous parle cette œuvre? Cette œuvre nous parle d'un futur, donc on est en 2088, et un jeune homme qui bosse dans le monde de l'informatique doit nettoyer des jeux, je crois, dans lesquels il y a eu des bugs, et il va retomber sur une vieille console, la 2R, Rêve Réalité, qui a été créée en 2073, d'où le titre de l'œuvre, mais qui a été mise au rebut parce qu'elle entraînait des problèmes. Et en fait, il va se retrouver coincé dans un monde, une sorte de monde virtuel dans lequel il a une amoureuse, en fait, une nana à qui il pense souvent. Et le jeu sera réinitialisé à chaque fois qu'il se rendra compte qu'il est dans ce monde virtuel. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça ne m'a pas vraiment très intéressé. Manga, pour ma part, sans grand intérêt. Je ne sais pas. Peut-être qu'il me manque ce brin de sensibilité pour apprécier cette œuvre-là. Mais en tout cas, voilà, j'ai été. Alors, je ne vais pas dire que j'ai été déçu parce que j'attendais rien de ce manga. J'ai pas détesté ma lecture. Mais à la fin, il en ressort pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, je ne le conseille pas. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de notre ami Kaigo Shinzo. J'ai d'abord lu, on va faire celui-ci, le Hirayazumi tome 7. Bon, Hirayazumi tome 7, c'est la continuité de cette tranche de vie qu'est Hirayazumi. Cette fois, ça se passe en été, je crois, donc ils ont chaud. Voilà, toujours des histoires chapitrées en 20 pages, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Une vingtaine de pages à chaque fois. Et dans laquelle on nous conte l'histoire ou du personnage principal ou de certains de ses amis, sa cousine, voilà. Il n'y a rien à en dire de particulier, ça se lit très bien, c'est toujours très intéressant. Mais maintenant, il faut être adepte, sans être forcément fanatique ou aficionado, du style de Shinzo. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je continuerai à lire tout ce qu'il écrit. Et ensuite, j'ai lu le No Reaction. Alors, le No Reaction, c'est un recueil d'histoires courtes. De toutes les histoires courtes qu'il a publiées entre 2017 et 2021, qui n'ont suscité, d'après lui, aucune réaction. C'est-à-dire dont personne n'a voulu réellement. Personne ne voulait vraiment les éditer en volume. Il ne recevait pas de courrier particulier pour ces œuvres-là. Et donc, comme un pied de nez à tout cela, il les a compilés en un recueil qui, ma foi, marche plutôt bien. Alors dedans, il y a quand même une histoire notable, c'est la suite de Tokyo Alien Bros qui est son best-seller. Donc vous avez, la suite, vous avez un chapitre, quoi. Voilà. Une histoire quand même sympa qui nous raconte ses débuts en tant que mangaka, qui s'appelle J'aurais voulu être Taiyo Matsumoto. Vous savez mon amour pour Taiyo Matsumoto, hein, ce génialissime auteur. Et effectivement, avec ça, il montre bien à son éditeur qu'il veut faire du Taiyo Matsumoto. Ce qui lui est d'ailleurs reproché, on lui dit, on n'en voit plus souvent des histoires intimistes de ce genre, avec des décors en fisheye et des baleines qui flottent dans le ciel nocturne. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir vous publier. Voilà, donc en gros,
Il lui dit Taiyo Matsumoto, c'est une bête, mais tu peux pas faire du Taiyo Matsumoto parce que c'est de la merde. Voilà. Et on voit qu'il est fan, il a des personnages de la mer béton. Là, il a les ping-pong, Printemps bleu, Le rêve de mon père, Zéro, Le samouraï bambou. On a toutes ces œuvres en France. De toute façon, je crois qu'on a tous qu'a fait Taiyo Matsumoto. Ou quasiment. Et il décide à la fin de les balancer, ces œuvres de Taiyo Matsumoto. Enfin, il les revend. Voilà. Et la dernière histoire, qui pourrait peut-être vous faire verser une petite larme, c'est quand j'ai été hospitalisé pour mon lymphome. Et il explique, effectivement, qu'il a eu un lymphome, qu'il a été hospitalisé pour son lymphome. Et voilà, donc c'est très très factuel. Et bon, je spoil parce que bon, on s'en fout. À la fin de cette histoire, il explique que c'est sur son hospitalisation qu'il a commencé Hirayazumi. Voilà. Il a eu cette petite envie d'Hirayazumi tout en pensant que ça ne marcherait pas du tout. Alors que ma foi, je pense que ça marche bien. Voilà. Et on a affaire vraiment à quelqu'un de très très positif. À aucun moment on a l'impression qu'il a peur de mourir ou autre. Non, franchement, là ça a été vraiment un tome qui m'a. Un recueil d'histoires courtes qui m'a vraiment, vraiment bien plu. De toute façon, cet auteur, vous le savez, c'est vraiment un très très grand auteur. Dernier titre au pluriel que j'ai lu ce mois-ci, c'est les tomes 13, 14, bon 15, 16, 17, hein. Voilà. De New Grappler Baki, qui est la saison 2 de Baki, de Keisuke Itagaki, enfin la série 2, que j'avais déjà bien sûr, hein, aux éditions Delcourt depuis environ 20 ans, mais qui est pour moi une Madeleine de Proust, donc forcément je les reprends. Bon, Baki c'est Baki, hein. Je vais vous montrer, mais ça reste un manga de baston assez barré avec des gens qui font montre d'une force colossale, vraiment des gens qui vous sortent des coups incroyables, tout en restant alors irréalistes, mais sans pouvoir magique non plus. Voilà, donc ils sont juste irréalistes dans leur puissance, c'est tout. Et l'histoire se conclut, on va dire, à ce niveau-là, du tome 17. Voilà, ici. Et après, nous avons droit à un arc spécial, l'arc spécial Pulsion, en 4 chapitres. Alors, j'ignorais pour ma part qu'il existait. Je vais vous dire le nom des chapitres, vous allez vite comprendre. Les pulsations, le toucher, l'instinct et l'orgasme. Pour le coup, ça a été assez sympa à lire, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, puisque c'est tout simplement la première fois de Baki et de sa copine. Et on nous montre à peu près tout. Voilà. Et il y a à peu près tous les préliminaires que vous pouvez imaginer. Enfin, on reste dans du basique, mais on est quand même un peu mieux que dans un manga juste de baston. Voilà. Voilà. Oui, effectivement, on ne nous montre pas exactement tout, mais on nous laisse comprendre les choses. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose? Absolument rien. Ça n'apporte rien. Et c'est pour ça que c'est indispensable. Voilà. Donc c'est juste 4 chapitres dans lesquels Baki et sa chérie, dont j'ai complètement oublié le nom parce que, clairement, on s'en fout, font l'amour. Voilà. Très sympa. Voilà pour ce bilan lecture. Finalement, ça ne m'a pas pris tant de temps que cela. J'avais peut-être pas grand-chose à dire sur tous les titres. Ça a été un mois assez plaisant. Hein. Vous voyez, la plupart des titres que j'ai lus étaient plutôt très sympas. Là, j'ai débuté le mois de mars avec certains titres. J'ai découvert un titre. Bon, alors, je vais vous le dire. Le titre que j'ai débuté en ce mois de mars, c'est Onigoroshi chez Meian. Et c'est vraiment une belle surprise. Ça faisait un moment que je les avais. Et là, j'ai commencé à les lire. Bon, pour l'instant, on n'a que 5 tomes, donc on verra prochainement. Et c'est quoi ces séries terminées en 13 tomes peut-être, Onigoroshi? Donc on a encore le temps de voir venir. Voilà. Donc vous avez cette vidéo aujourd'hui et dans quelques jours, vous aurez la vidéo de la présentation de la Mangatech partie 2. Allez, des bisous.